Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. J'ouvre ce point de marché sur ce magnifique graphique en données journalières de l'once d'or. Je vais largement y revenir, mais aujourd'hui ce qui marque les marchés, c'est bien sûr le redémarrage de la tendance haussière du métal jaune, actif le plus performant depuis le 1er janvier, et au contraire un pétrole qui échoue sous résistance. L'occasion pour moi de revenir sur les ratios de la peur. Alors les ratios de la peur, ce sont ceux qui, au numérateur, mettent une valeur refuge et au dénominateur un actif risqué, notamment le gold, pétrole. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que l'once d'or sort par le haut d'un fanion, donc c'est haussier sur le plan technique. J'ai une figure similaire sur le ratio gold US oil, donc là forcément, cela va dans le sens de la version générale au risque. Et puis vous ajoutez à cela tous les signaux techniques baissiers que nous avons identifiés ensemble sur les grands indices boursiers, les divergences baissières cachées en Europe, l'échec sous des résistances importantes sur les indices boursiers américains avec des avalements baissiers, sous des lignes de coups de double top qui resteront en devenir. Les double tops, c'est maintenant peu probable qu'ils existent un jour, donc on peut les oublier. Le marché reste en range. Le GBP qui s'est enfoncé, le yen, l'euro-dollar qui teste un seuil décisif, mais je crains le risque de cassure parce que le marché se projette sur ce qu'annoncera la BCE en décembre. D'ailleurs, M. Weidmann est en train de parler. Représentant patron de la Bundesbank, qui a toujours été contre un renforcement du programme de quantitative easing, et M. Weidmann là est en train de dire des choses du type avant de penser à renforcer les mesures, discutons-en. Donc le camp allemand est toujours là pour freiner les ardeurs d'un renforcement de la politique monétaire du programme de la Banque Centrale Européenne. Alors bienvenue, on va parler du DAX en intraday, du Dow Jones en intraday, des principaux indices boursiers. Laissez-moi faire d'abord un panorama de ces baromètres d'aversion au risque. Tout d'abord le métal jaune, alors brièvement, le graphique weekly, voilà, signal d'achat, cassure haussière la première semaine du mois de février. Depuis 2 semaines on fait un pullback sur cet ancien canal. Le marché formait une structure en fanion, donc un schéma technique classique de pause avant redémarrage de la tendance principale. Avant de sortir de la figure, avalement haussier. Alors, pour déterminer la cible théorique, on prend la bougie d'avalement et on projette son amplitude. Donc j'utilise là des extensions de Fibonacci, ce qui donne une première cible dépassée à 1240 et surtout une cible principale à 1250. Donc je pense que le métal jaune ira chercher les 1250. Le cours de clôture a dépassé ces 1246, donc une belle clôture significative au-dessus des 1246, eh bien donnerait le signal d'une hausse vers 1300. Ça va être la prochaine cible d'analyse technique. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, toujours du côté des baromètres du risque, le pétrole, et notamment Lucas Oil qui rejette donc sous les 36 $, qui sont le plus bas de décembre 2008, le plus bas de la crise financière de 2008, le plus bas du grand marché baissier 2007-2008, qui était à l'époque une crise financière, une crise des banques. On en reparle des banques en ce moment beaucoup, notamment pour les créances pétrole et gaz, mais pas seulement. En l'état, aujourd'hui, l'once d'or donne un signal non pas d'achat, mais de reprise de la tendance haussière. Quant au pétrole, il donne un signal de rejet sous résistance, avec un retour probable en direction des 30 $ ici sur Lucas Oil. Alors bien sûr, la prochaine étape, c'est la publication des stocks de pétrole aux États-Unis à 16h30. Le consensus Bloomberg se projette sur un restockage, donc l'alimentation de la courbe haussière des stocks de pétrole aux États-Unis, ce qui limite les perspectives de la consommation, et donc forcément, ça fait partie des facteurs qui ont agi à la baisse sur le prix du pétrole. En tout cas, aujourd'hui, sur les marchés financiers, on ne parle que du redémarrage, certes peu volatile encore, de la baisse du pétrole. Donc, une chose à vous montrer, c'est, laissez-moi juste aller le chercher, c'est ce ratio-là, hop, j'y viens, c'est le ratio Gold US Oil. Alors, le principe, lorsque cette courbe avance, cela signifie que le numérateur surperforme. Donc là, entre autres, l'once d'or. Alors, ça peut soit baisser moins vite, ou soit monter plus vite, mais là dans tous les cas, vu la nature verticale du ratio Gold US Oil, c'est forcément que le premier monte et que le second chute. Donc on peut pratiquer le chartisme sur des ratios, et en fait aujourd'hui, au même moment où je note la résolution haussière sur le gold d'une structure en fanion, eh bien, j'émets cette hypothèse d'une structure en biseau descendant sur le ratio Gold US Oil. Donc ça, c'est explosif. Ça, cela signifie
qu'on va accélérer. Et donc, ça veut dire à la fois, et je pense que ça vient surtout du métal jaune, que le métal jaune peut rapidement inscrire de nouveau plus haut, et donc un prix du pétrole qui est sous pression. Pourquoi? Parce que, on le sait, le marché se projette pour se stabiliser depuis quelques semaines sur un gel de la production. Alors, le gel de la production, c'est même pas des quotas qui signifient la baisse de l'offre, c'est simplement le gel. Et en fait, on se rend compte que chaque pays membre de l'OPEP, il va de son propre égoïsme domestique, c'est chacun pour sa peau, en gros, parce que au-delà du prix du pétrole, les pays de l'OPEP, ils veulent des parts de marché. Et l'Iran, elle veut des parts de marché. Et elle n'est pas la seule. Donc, on n'y est pas. Prochaine étape, mars, la prochaine réunion de l'OPEP. Donc, il y a une fenêtre temporelle là pour voir le marché stressé. Donc ça, c'est la première chose. Je voulais surtout revenir sur ce signal d'achat donné par le gold. Et en l'état, lorsque vous pratiquez l'analyse chartiste sur le RSI, là, on doit aussi sortir par le haut d'une espèce de compression. Donc, tout ça participe de l'aversion générale au risque et d'un renforcement des valeurs à l'aspect refuge. Alors justement, j'en viens à ces valeurs refuges. On va parler du yen assez largement. On va reparler de l'USD yen, du GBP yen et d'autres paires au yen si cela vous intéresse. On va parler du CAD yen par exemple, parce que le dollar canadien est à nouveau sous pression. On va parler de l'euro-dollar. Je crains des cassures baissières sur l'euro-dollar, mais avant tout, on va parler des indices boursiers. Le DAX. Je refais sa petite histoire en chandelier 15 minutes. Signal de vente donné hier, 23 février, à l'ouverture de la session européenne. Échec en dépassement des sommets du 18 février. Réintégration, sortie par le bas d'un biseau. Cassure ensuite de cette ligne de tendance haussière, nouveau signal de vente. Range trading, sorti par le bas, objectif 93,18 atteint puis dépassé. Cassure de la ligne de tendance haussière du 11 février. Attention, cette ligne de tendance haussière sur le DAX représente le rebond technique. Pourquoi? Alors, parce qu'elle existe depuis le rebond technique. Elle est brisée. En l'état, c'est un signal purement chartiste qui vous indique que le rebond technique est terminé. Alors, ce matin, je vous ai proposé 3 nouveaux objectifs de cours à la baisse sur le DAX. Le premier atteint ici à 9201 points et 2 autres objectifs non atteints pour le moment à 9136 et à 9078. Je suis toujours en faveur de l'atteinte de ces objectifs avec un mouvement baissier bien construit. Et là, j'ai le sentiment que le DAX nous fait une espèce de drapeau ou de petit biseau ascendant. En l'état, j'envisage à court terme sur le DAX une petite figure de cette nature dont il est probable que les cours sortent par le bas. Une espèce de petit biseau ascendant en M15 dont le marché pourrait sortir par le bas avec une prochaine cible à 9170 et 9136. Alors, on s'intéresse, au marché action américain puisque c'est l'ouverture de la session US. À nouveau, l'indice S&P 500 dont la clôture journalière sera décisive. Hier, échec sous les 1947 points, donc le double bottom n'existe pas et n'existera probablement pas. En chandelier journalier, hier, structure en avalement baissier, donc le marché est actuellement sous cette influence. On est en train de briser la zone des 1901-1910, qui sonnerait en fait le point de départ d'une baisse à nouveau en direction des 1860 points, qui est le point de clôture de cette séance du 20 janvier. Donc en l'état, l'analyse technique des marchés actions européens, des marchés actions américains, de la bourse de Londres aussi, puisque vous avez un magnifique double top sur le FTSE 600 sous les 6060 points, avec la cassure de la ligne de coup à 5915 points, donc même la bourse de Londres a des perspectives techniques qui sont baissières. Et donc vous ajoutez à ça l'US 30 avec un biseau ascendant, une fausse cassure de la ligne de coup d'un double bottom, mais en même temps c'était pas très impulsif. D'autre part, il y avait une divergence S&P 500 Dow Jones parce que le Dow était seul au monde, mais avec une compression en wedge plus une divergence baissière standard cette fois-ci. Et enfin en Europe, partout des divergences baissières cachées. Alors certes, elles ne sont pas actives, mais en l'état, l'Eurostoxx 50 piège son petit monde le 22 février en tentant de sortir par le haut d'un canal. En terminologie japonaise, on a presque hier ce qui s'apparente à une couverture en nuage noir qui s'exprime aujourd'hui. Le marché revient au contact des 2840 points. Briser 2840 points, c'est à la fois confirmer l'échec dans le haut du canal et c'est surtout, pour les adeptes de l'approche prix-momentum, activer la divergence baissière cachée. Le marché a besoin
de clôturer sur l'Eurostoxx 50 sous les 2840 points pour activer cette divergence. Et derrière, elles sont puissantes dans le sens de la tendance. Donc, moi, je ne m'emballe pas. Forcément, en intraday et depuis le début de la semaine, on vous propose des stratégies négatives, mais forcément que la clôture de ce soir aura une forte importance. Pas forcément celle de 17h35, comme le rappelait notre cher Philippe Roux, mais celle de 22h des marchés actions US. Donc, la clôture à 22h, rendez-vous à 22h pour voir où sera le SP500 et le Dow Jones. Mais en l'état, si on devait arrêter les clôtures maintenant sur les marchés actions US, c'est baissier, clairement c'est baissier. Alors, les actifs refuges, le Bund, ça redémarre, ça relance. Je reviens rapidement sur ce que... Alors, j'ai toujours été haussier sur ce marché, sauf hier, où je me suis enfermé dans une vue de divergence en pensant qu'on pouvait revenir sur le support, invalidation totale. Ce marché reste parfaitement haussier. Les rendements obligataires chutent en Europe, bien sûr. La perspective de la BCE le 10 mars, alors, il y a plein de possibilités le 10 mars prochain. Soit la BCE élargit les titres de dette éligibles à son programme de quantitative easing. Alors, certains économistes envisagent par exemple de rendre la dette bancaire éligible. Imaginez la BCE s'adresser aux banques européennes en leur disant vos créances pétrole qui valent zéro, je vous les achète. À l'époque, le quantitative easing de la Réserve fédérale des États-Unis consistait à sortir du bilan des banques américaines les créances immobilières hypothécaires. Ces créances dont la garantie était l'hypothèque, sauf que l'hypothèque d'une maison qui vaut zéro, la garantie valant zéro, le prêt valait zéro, la créance valait zéro, ce qui forcément était très ennuyeux pour le bilan des banques. Donc la Réserve fédérale des États-Unis, dans son quantitative easing, qui n'existe plus, rachetait des dettes bancaires. La BCE pourrait le faire. La BCE n'est pas obligée de le faire, elle peut prendre le programme en l'état et renforcer son volume monétaire. Elle peut faire les deux aussi, elle peut faire ce qu'elle veut concrètement. Mais actuellement, le marché en discute. Alors, on va revenir sur l'euro-dollar et les stratégies Forex, et puis je répondrai à vos questions. Le taux de change euro-dollar, on y est, chers auditeurs. Je vous ai proposé ce matin, ce marché ne m'intéressait pas tant qu'on ne testait pas un 0,970. On a fait un 0,957. Écoutez, je pense... Alors, on peut tenir le bas de canal. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un canal. Il y a une ligne chartiste, il y a un canal et il y a un niveau horizontal. Écoutez, je vois avant tout un risque de cassure. Pas forcément aujourd'hui, mais le dollar US est fort. Regardez l'US dollar index de FXM. Le dollar US est fort. Les publications macroéconomiques américaines récentes sont, ça dépend, pas toutes, mais globalement pour les plus importantes d'entre elles, solides, notamment les chiffres dans l'immobilier ou encore l'inflation sous-jacente. Pas forcément la confiance du consommateur, encore hier celle du Conference Board était en deçà des attentes, mais le dollar US ne lâche rien. Alors, au final, avec une BCE qui est attendue au tournant le 10 mars prochain, je ne m'intéresse pas au bas du canal pour une stratégie d'achat. Je me trompe peut-être, alors après voilà, chacun ses opinions et son esprit critique. Je dois admettre que je me suis trompé sur un 10,80, donc peut-être que là, en ne m'y intéressant pas, j'aurai une double erreur. Après, je me méfie énormément du momentum actuel du taux de change euro-dollar. Et d'un point de vue des fondamentaux, avec la BCE dans 2 semaines et un dollar US qui tend à se renforcer à court terme, je me méfie beaucoup d'une stratégie d'achat de l'euro-dollar et mets davantage en avant le risque de cassure et pourquoi pas un euro-dollar revenir à 1,08 avant la BCE. Mais on n'y est pas. Bon, en tout cas, je n'achète pas l'euro-dollar au prix actuel. Le GBP USD continue donc de s'enfoncer. Alors, on a un certain rythme de marché qui est quand même profondément vertical. Le dernier signal de vente, ça a été la cassure des 1,40, ce qui permet de viser de nouveaux objectifs de cours. Comment les trouve-t-on? On utilise donc un graphique de long terme. Regardez-moi ce chandelier weekly du GBP USD. Franchement, la baisse, elle a un gros potentiel. À moyen long terme, jusqu'au mois de juin prochain, le GBP a, simplement en pratiquant l'approche prix momentum sur les graphiques hebdomadaires, un énorme potentiel de baisse. Où peut aller le GBP? Écoutez déjà, on va aller chercher les plus bas de l'hiver 2009. Alors il y avait un 38 pour le cours de clôture, mais au final il y a un 35. Moi je ne serais pas surpris, avant juin, de voir le GBP USD à 1,35 $.
Donc au final, je vais vous proposer d'être peut-être plus ambitieux sur les objectifs de cours à la baisse. 1,40 c'était une cible, sa cassure en engage de nouvelles. Je vous ai proposé 1,38, c'est très rapide, puisqu'on a déjà fait 1,38,78. Peut-être faut-il carrément viser les plus bas de l'hiver 2009. Et les plus bas de l'hiver 2009 sur le GBP USD se situent à 1,35 $. Alors comment est-ce qu'on se positionne? La dernière fois que ce marché a donné une réelle opportunité de se positionner en H4, c'était hier. On va passer en H1 pour étudier le GBP USD. Hier, on a eu un range au-dessus des 1,40 qui a pris plus ou moins la forme d'un triangle. Ça a été très rapide parce que c'est une ferme tendance baissière. Donc, dans une tendance comme celle-ci, on a besoin de range ou de pullback pour se placer. Et c'est vrai que la dernière fois qu'il y a eu la cassure et le pullback, c'était donc hier en fin de session européenne. Depuis donc, eh bien, le GBP USD a enchaîné les cassures baissières, hein, il a enchaîné sa tendance baissière. Alors, est-ce qu'on peut trouver une résistance pour vendre? Écoutez, on peut attraper un premier niveau horizontal, et le premier, c'est 1,3960. Vu comment c'est faible, je pense que oui, 1,3960, 1,3970 peut être utilisé pour vendre et viser 1,38, et on gère son risque au-dessus des 1,40, 1,4050. On est dans les cordes à ce moment-là sur le plan du rendement risque. Peut-être qu'un 38 c'est même pas assez ambitieux. On peut probablement voir dans le GBP une stratégie de moyen long terme. C'est-à-dire qu'on peut tenir plusieurs semaines. Si on arrive à ne pas regarder en permanence ces graphiques, à prendre du recul, à avoir un money management large et alors, si on veut avoir un money management large, c'est-à-dire un stop loin, un objectif de cours éloigné, mais que du point de vue des capitaux ça ne passe pas, on réduit l'exposition. Bon, il y a plusieurs façons d'ajuster, mais ça vaut le coup parce qu'il y a de vraies stratégies de moyen long terme à mettre en place à la vente sur le GBP. Il n'y a pas que le GBP USD, il y a bien sûr le GBP Yen. Le marché brise aujourd'hui les 156. La prochaine cible technique chartiste, donc le prix de base, hein, le support sur un graphique de long terme, c'est 153,60. On peut envisager cette semaine que le GBP Yen aille chercher le niveau des 153,60. Ça peut être la cible pour la semaine. À très court terme, on empile les chandeliers baissiers dans un petit canal ici qu'on peut tracer en données 4 heures. Le GBP est tellement faible que même l'euro GBP donne de la voix. Alors, l'euro GBP, toujours une belle tendance haussière en weekly. Hier, alors on avait eu un gap haussier, le 22, on a cassé les 0,7820 et là on est en train de tester les 0,79. Mais au final, les 0,7820 sont un nouveau support au-dessus duquel on peut accorder sa confiance à la tendance. Et maintenant, il est certain qu'il faudrait briser 0,79 pour viser 0,80, mais moi je vais y croire au-dessus du nouveau support à 0,7820. USD Yen hautement baissier, chaque résistance agit au pip près. Nouvelle résistance à 112,40, en dessous de laquelle on peut viser un retour sur la base en clôture du 11 février à 111,30. Donc prochaine cible sur l'USD Yen à la baisse 111, 30, 111. Derrière, je repasse brièvement sur le graphique de long terme pour vous rappeler que les cibles sont à 110 et à 106 yens. AUD-USD, invalidation de la stratégie d'achat sur cassure que je vous ai proposée hier, complètement invalidée, donc voilà. Stand-by, j'en sors, je me suis trompé, j'avais une invalidation à 0,7180, les matières premières sont trop sous pression, l'AUD souffre, le NZD souffre et le CAD souffre. C'est pour cette raison que le CAD yen redevient une stratégie de vente intéressante de pair en yen. Sur le plan technique, le CAD yen a cassé un support, c'est propre d'ailleurs, en données 4 heures. Cassure d'un support à 91,36, anciennement ligne de coup d'un double bottom, donc c'est franchement convaincant. Le CAD yen, que peut-on viser? Je vous propose de viser une baisse à 79,50. Il y a probablement donc là dans l'immédiat, d'ici la fin de semaine, une centaine de pips à attraper encore sur le CAD yen.
Et on en vient maintenant à l'USD CAD. Parce que là, des choses intéressantes se préparent, mais pas encore valides. Alors, je vais le chercher, l'USD CAD. Voilà. J'ai le sentiment que l'USD CAD est sur le point d'accélérer à la hausse. L'USD CAD a tenu sa ligne de tendance haussière hebdomadaire. L'USD CAD forme un solide support à 1,3640. L'USD CAD se rapproche de la partie haute d'un triangle rectangle. Eh bien, on a des précassures de momentum. Regardez l'épaule tête-épaule inversée en H4 sur le RSI. Écoutez, j'ai le sentiment qu'on pourrait d'une part remonter à 1,39 et pourquoi pas accélérer à 1,41. Cette remontée de l'USD CAD marginalement revient à une remontée du dollar US, mais surtout à un dollar canadien sous pression. Et le fait de voir le CAD yen donner des signaux de vente peut probablement aussi permettre d'anticiper des cassures de résistance à court terme sur l'USD CAD du fait d'un pétrole sous pression. Et donc, la devise la plus corrélée, c'est bien sûr le dollar canadien. Alors le DAX, il n'est pas encore sorti de ce petit biseau en M15, mais j'ai le sentiment quand même que ça va venir, quoi, parce que là, le pétrole s'enfonce. Le pétrole s'enfonce. Allez, avant de répondre à vos questions, je vous laisse sur ce graphique H4 du Dow Jones, et c'est parti pour les questions. Alors bonjour Bron Teddy, sur le GBP Yen, un graphique, le GBP Yen qui est scotché en données 4 heures, les prix scotchés sur la bande de Bollinger inférieure. Donc en effet, ça c'est très intéressant. Vous avez le graphique de Bron Teddy dans la section commentaires. C'est très faible, hein, c'est très très faible. Donc la tendance baissière est forte. Donc Seb Ateka qui revient sur actuellement les plus belles tendances sur le FX, hein, complètement en phase avec lui, hein, USD Yen, GBP Yen, GBP USD avec toi Seb, c'est SP500, CAC. D'ailleurs sur le CAC, vous avez en données journalières la plus belle, encore plus sympathique si vous me permettez l'expression, moi qui suis adepte de l'analyse technique, que l'Eurostoxx 50. La divergence baissière cachée était beaucoup plus propre sur le CAC que sur l'Eurostoxx 50. Elle est nette et sans bavure celle-ci. Impeccable quoi. Et là, si le CAC alors, ok, il est 15h38, on n'a pas clôturé, on peut encore exploser à la hausse pendant 2 heures. Mais en l'état, si le CAC clôture à son niveau, là, 4140, vous avez une divergence baissière active. Alors une question de Martial, comment est-ce qu'on distingue une divergence standard d'une divergence baissière cachée? Une divergence cachée, une divergence standard. Alors c'est une excellente question. Donc sur notre chaîne YouTube, j'avais pris le temps, je vais aller vous la chercher, juste laissez-moi le temps, je vais chercher la vidéo. J'avais enregistré une vidéo sur justement la distinction de ces deux types de divergence. Donc je vais la chercher. Voilà, ça doit être ici. Alors. Non, ça c'est pas la bonne playlist, attendez. Je vous retrouve juste la vidéo. Voilà, c'est là. Donc, le marché du pétrole, l'analyse fondamentale. RSI, comment l'utiliser en bourse. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, j'avais pris le temps de réaliser cette vidéo à l'époque. RSI, comment l'utiliser en bourse, où je reviens largement sur la différence entre divergence cachée et divergence standard. Donc je vous poste le lien dans la section commentaires. Et si cela vous intéresse, eh bien je vous en prie. C'est accessible directement, sans inscription, sans rien. C'est une vidéo YouTube. Même pas besoin de donner sa boîte mail. Alors, NZD Yen. Alors, Sebateka, le SP500. Oui, donc là, le SP500, bon, alors, on n'a pas le chandelier journalier, mais là, je veux dire, c'est... Bon, on retombe, hein, on retombe. La réponse pour les adeptes des chandeliers japonais était donnée hier avec un bearish engulfing. Bon,
tout un tas d'autres raisons qu'on a regardées, hein, le redémarrage des valeurs à l'aspect refuge, etc., etc. Alors, le dollar australien est surtout influencé là par le niveau général des matières premières. Il y a aussi des... Alors, le dollar australien, je dois admettre que le suivi est essentiellement assuré par Yoav Nizar, notre analyste du Commodities Market Report, que vous retrouverez à 17h30 pour la closing bell. Il y a eu des chiffres la nuit dernière en provenance d'Australie, des chiffres macroéconomiques qui n'ont pas aidé le dollar australien. Hein, on peut aussi penser à ça. D'autre part, il y a un redémarrage de la dévaluation du yuan. Alors forcément, ça n'aide pas le dollar australien. Euh, Juste un retour sur les chiffres qui ont été publiés la nuit dernière et qui concernent le dollar australien. Voilà, c'était les chiffres du marché du travail. Et bon, globalement, ils étaient inférieurs aux attentes. Que ce soit l'indice des coûts salariaux, l'indice des travaux de construction réalisés. Des mauvais indicateurs macroéconomiques la nuit dernière ont été publiés en Australie. Vous avez tout sur le calendrier économique. Hein. Donc, le Dow Jones. Alors, donc, USD Yen. Alors Patrick, bonjour. Si j'ai bien compris, l'once d'or, sell stop 1894. Alors, sur le SP500, alors la stratégie de vente, c'est au-dessus des récents sommets. Hein. Maintenant, là, de toute façon, il faut prendre le sommet du chandelier des 1 du jour. Le marché ne doit pas repasser au-dessus de 1923 hein, pour la stratégie de vente. On ne doit jamais revoir 1923. C'est la partie basse de la structure en avalement baissier d'hier. Donc voilà, on la confirme là. Donc le marché, pour des stratégies de vente, pour ceux qui veulent ajuster les stops, pour shorter en plaçant un stop, c'est au-dessus de 1923. Quant au gold, c'est sous le chandelier des 1 du jour. C'est la base de l'avalement haussier hier, qui permettait d'envisager la sortie par le haut du fanion. CHF Yen. Alors oui, le gold teste en fait ce cours de clôture à 1246, qui est le cours de clôture du grand corps du 11 février. On a fait 1245. Écoutez, moi je vais faire le choix du dépassement de cette résistance et j'invalide sous 1221. Voilà. Donc je suis fermement haussier du métal jaune avec une invalidation en termes de prix sous 1221. Et c'est pour viser 1300 $. Donc on est dans les cordes du money management. Il y a une perte de 20 $ pour un gain espéré de presque 60. Pas une façon de faire. Complètement dans le sens de la tendance en plus. Donc pourquoi pas utiliser l'analyse technique de cette façon. Le CHF Yen. Alors le CHF Yen, on l'étudie de suite. Donc baissier. Alors le franc se renforce face à l'euro. Où l'euro est faible. En tout cas, parmi les éléments qui m'invitent à me méfier de l'euro-dollar, vous avez les signaux de vente sur l'euro CHF. Un double top de RSI, Shooting Star en weekly. L'euro CHF, techniquement parlant, j'envisage un retour à 1,0750. Honnêtement, beaucoup d'éléments techniques sont contre l'euro à court terme. C'est pour cette raison, hormis l'euro GBP bien sûr, que je me méfie beaucoup de l'euro-dollar. Alors l'euro-yen, forcément, l'euro étant faible à court terme, l'euro-yen enchaîne les séances de baisse. D'ailleurs, la semaine dernière, parmi les clôtures weekly de la semaine dernière, on avait une cassure sur l'euro-yen. Bon, qu'est-ce qu'on peut envisager? Moi, je vais faire du chartisme vraiment de base. Hein. Je vais aller chercher les points bas ici de ce grand corps de mars 2013. Et puis, comme on délimite des zones, le cours de clôture, c'était 120,75. Je pense que l'euro-yen ira chercher 120 yens. 120 yens, prochaine cible. Et d'ailleurs, si l'euro baisse d'ici la BCE, vendre l'euro-yen jusqu'à 120 yens est une bonne stratégie.
Mais ça ne vaut pas en termes de vitesse le GBP yen, puisque l'euro GBP remonte. Tout est une question de force relative. Bon, dans tous les cas, le yen est la devise leader, vous l'avez compris, et le GBP, celle qui ferme la marche. Donc moi, l'euro-dollar, ok, il y a une réaction, c'est un fait, il y a une réaction dans le bas du canal. Hein, imagine, j'enlève le niveau horizontal. Je retiens cette oblique et le bas du canal. Bon, bah aujourd'hui, je zoome, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mèche basse. Il y a une réaction. Pourquoi? Peut-être que des vendeurs dans la Valmont-Bessier et l'échec dans le haut de canal, les vendeurs du haut de canal encaissent. Mais je crains à terme une cassure, on va peut-être se stabiliser, un peu rebondir. Après voilà, moi je n'étais pas, j'ai été des acheteurs des indices 80, je me suis fait invalider, donc permettez pas de me tenir à l'écart du bas de canal, mais il n'empêche que c'est une zone technique. L'argent. L'once d'or qui est en train de dépasser ses sommets en clôture du 11 février, donc honnêtement, payer du gold, gérer son risque sous 1220 pour viser 1300, c'est une bonne stratégie. C'est dans le sens de la tendance. Et c'est vraiment dans les cordes sur le plan du ratio risque-rendement. Alors l'argent n'a pas le même comportement que l'once d'or, même si le marché remonte depuis quelques semaines. C'est pas aussi fort, d'accord, parce que c'est pas le même statut que le gold. Dans tous les cas, ça reste quand même haussier. À court terme, on a eu une impulsion haussière. En cours de clôture, on forme un support évident à 15,15, 15,20 $. Donc 15,15 $. Bon, tendance haussière. Même si ça ne vaut pas le métal jaune, il y a quand même une probabilité importante qu'on revienne chercher les 15,75, voire les 16. Mais franchement, ça ne vaut pas l'once d'or. Même si c'est rigoureusement, sur le plan de l'approche prix-momentum, la même chose. C'est aussi fort, l'un que l'autre. Et le DAX qui est donc sorti par le bas du biseau. Voilà. Donc prochaine target, c'est 91,36. Et derrière, cible pour la journée, hein, d'ici demain, 90,78. C'est un gros niveau. Vous avez une cassure de momentum qui confirme la cassure du petit biseau. Et c'est vrai que l'once d'or, ça accélère. Et que le DAX s'enfonce. Voilà. Donc voilà, on sort par le bas du biseau. Là, c'est en 15 minutes. Donc, bon, bah voilà, on vient de faire un mât, un wedge. Là, on va faire un mât, j'ai le sentiment, jusqu'à 90, 78. Hein, donc, non, mais le marché a complètement aujourd'hui récupéré un profil d'aversion au risque. C'est pas joli. C'est pas joli. Alors, USD Yen. USD Yen, objectif, alors 111,30, on y est presque, c'est la base de ça, mais bon là, on retourne à 111 quoi, et j'ai le sentiment que cette fois-ci on va les briser, donc c'est 110, 110, c'est un gros niveau hebdomadaire. C'est un gros niveau hebdomadaire. Là c'est moche hein, sur le DAX, c'est pas joli. Alors pour poster un graphique et que ces graphiques soient visibles dans la section commentaires, vous devez laisser un petit commentaire, donc vous écrivez une toute petite phrase à gauche, et là vous ajoutez la pièce jointe juste à droite. Il faut le commentaire et le graphique et ça passe. Et c'est comme ça que j'ai pu en valider un certain nombre. D'ailleurs j'ai validé tous vos messages puisque là je n'ai plus aucune question ni commentaire.
Merci à toutes et à tous de votre attention. Je cède la parole à Nicolas Lavallée pour le point de marché Vague d'Elliott, Fourchette d'Andrews. Et vous retrouvez, donc il va suivre avec vous les stocks de pétrole. Et vous retrouvez Yoav Nizar à 17h30 pour la closing bell. Quant à moi, de vive voix, demain à 9h15 pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien d'ici là.